Bonjour à toutes et tous. Nous allons débuter notre webinaire sur la prévention des risques psychosociaux en contexte de crise sanitaire. De la santé des salariés est assurée particulièrement dans cette période au travers de téléconsultations, par exemple, dans des conditions qui peuvent être modifiées par l'ordonnance gouvernementale du 2 avril, qui permet en particulier de reporter certaines visites médicales en fonction de leur nature ou de la problématique des salariés. Les médecins du travail, infirmiers en santé au travail, intervenant en prévention des risques professionnels, psychologues du travail et assistants sociaux de votre service sont présents pour vous accompagner et vous conseiller, y compris au travers de permanences téléphoniques. Nous répondons à vos questions et vous mettons à disposition des guides et des fiches pratiques pouvant vous aider. Nous vous accompagnons sur les mesures de prévention à mettre en place qui sont adaptées à votre activité et à la santé des salariés. N'hésitez donc pas à nous solliciter. Nous avons souhaité organiser cette conférence pour vous informer et pour vous aider à organiser au mieux votre activité dans cette période et prendre en compte les risques spécifiques liés à cette crise sanitaire. C'est pourquoi 9 services de santé au travail de la région Île-de-France ont décidé d'organiser collectivement ce webinaire pour vous permettre de ne pas rester isolé face aux questions que vous vous posez. Nos intervenants aujourd'hui, Coraline Bressy, ergonome psychologue au sein du service SISTE-VO dans le Val d'Oise, Olivier Coldefy, psychologue expert au sein du service Centre médical de la publicité et de la communication, Marie-Laure Oliveira, ergonome psychologue du travail au sein du service Horizon Santé au Travail. Nos 3 intervenants seront assistés par Aurélie Bioche, Mathieu Bouchard et Angélique Louchard des services SISTE Val d'Oise et Horizon Santé Travail qui répondront en ligne à vos questions. J'en profite pour me présenter. Donc Céline Roux, déléguée générale de Santé au Travail, Fédération Île-de-France. Pour poser vos questions en ligne, vous avez la possibilité de cliquer sur le petit bouton Q et R qui vous permettent de poser vos questions en ligne à l'écrit. Donc pour poser vos questions, il vous suffit de taper la question au sein de la zone qui est apparue, d'envoyer cette question et nos 3 intervenants en ligne répondront à vos questions. Vous verrez apparaître les réponses à vos questions dans mes questions. Si vous voyez que la question posée par un autre participant vous intéresse, plutôt que de la retaper ou d'écrire la même question, vous avez la possibilité de voter pour cette question en cliquant sur le petit pouce. Donc je vous remercie de bien vouloir respecter ces petites règles, ça facilitera la fluidité dans nos réponses à vos questions. Nous allons tout d'abord commencer par vous poser à vous une question sur votre situation ces derniers mois. Donc pour répondre au sondage, il vous suffit de cliquer sur la réponse qui vous correspond le mieux. Donc quelle a été votre situation ces derniers mois, votre situation majoritaire? Avez-vous été en activité au sein du site de votre entreprise? Plutôt en télétravail? Plutôt en chômage partiel? Tout ou partie de votre temps de travail? Ou avez-vous été en arrêt pour pouvoir garder vos enfants? Je vais vous laisser encore quelques petites secondes pour répondre. Il est possible qu'en fonction de votre navigateur, vous n'ayez pas forcément accès à ces sondages. Tout dépend de votre configuration. Les réponses se stabilisent. Voici les résultats. Je vais donc laisser maintenant la parole à Marie-Laure. Bonjour, alors juste de mon côté, hop,
Voilà, donc Marie-Laure Oliveira, ergonome et psychologue du travail d'Horizon Santé Travail. Donc j'espère que tout le monde m'entend bien. Donc le sondage a permis de montrer quand même que vous avez tous vécu des situations de travail différentes. On le voit d'après le sondage, la majorité d'entre vous étaient en télétravail, mais on a bien vu aussi que pas mal d'entre vous étaient en activité sur site. Je veux bien, Madame Roux, que vous mettiez juste la diapo juste d'après, s'il vous plaît, si c'est possible. Là, je vois toujours la diapo sondage. Merci beaucoup. Donc, chacun, finalement, a vécu la crise sanitaire de manière singulière, hein, que ce soit individuellement ou professionnellement. La crise est passée. En tout cas, maintenant, la reprise en présentiel est de plus en plus d'actualité. Mais on va remarquer quand même que cette reprise, elle interpelle la dimension psychosociale au travail. Pourquoi nous, en tant que professionnels de santé au travail, en lien avec les médecins du travail, on se rend compte que certains salariés ne veulent pas revenir sur site. Et peut-être que c'est le cas pour certains de vos collaborateurs. N'hésitez pas d'en échanger voilà, dans le chat. Ben pourquoi finalement, peut-être que certains ont encore cette crainte du virus. Le virus circule toujours. Et la reprise veut aussi dire peut-être reprise des transports en commun. C'est aussi un sujet qui revient beaucoup dans le discours des collaborateurs. Vraiment cette crainte de reprendre les transports en commun avec un virus qui circule toujours. Et puis, il y avait également, moins maintenant, mais la problématique d'accueil des enfants. Toutes les écoles n'ont pas encore réouvert, une grande majorité, mais toutes les écoles n'ont pas réouvert. Et puis, en juillet, se posera après la question des centres aérés, voilà, des vacances. On a également la situation du conjoint, la poursuite ou non du télétravail. On peut remarquer que bon nombre de nos adhérents plutôt dans le tertiaire, ne sont pas revenus en présentiel à temps plein. Donc, il y a quand même une poursuite du télétravail, mais pas forcément à temps plein. Ce qu'il faut aussi entendre, c'est qu'il s'agissait vraiment de conditions transitoires et de nouvelles manières de travailler, notamment même pour ceux qui étaient encore en présentiel, avec les mesures barrières, les gestes barrières, vous avez dû certainement vous réorganiser, réapprendre à travailler. Pour les personnes en télétravail, pareil, et on en parlera tout au long de cette présentation. Et puis surtout, sans date de fin connue. Ce qui a aussi pu créer certains questionnements. C'est vrai que très souvent, les salariés demandaient mais moi, j'aimerais avoir une date de fin, j'aimerais savoir quand est-ce que je peux retourner au travail. Et tout ça, ça a pu aussi créer des angoisses de ne pas connaître la date de fin. Comme je vous le disais, chacun a vécu la crise sanitaire de manière singulière et je laisserai mon collègue Olivier un peu plus approfondir le sujet, mais ça, c'est aussi important de l'entendre. Chaque individu, en fonction de sa situation personnelle et professionnelle, a pu vivre la crise de manière différente. Et c'est le message souvent qu'on essaie de faire passer auprès de vous, employeurs, c'est que chacun de vos collaborateurs a pu vivre les choses différemment et c'est important en tout cas de le comprendre de manière individuelle pour restaurer justement ce collectif qui a pu être ébranlé. On le voit, hein, les collectifs de travail n'ont pas non plus été totalement ébranlés parce que maintenant, avec tous les outils de communication, notamment quand on était à distance, on a pu garder ce lien, mais on a quand même tous travaillé chez soi. Et quand on n'est pas habitué, quand le télétravail n'est pas mis en place et cadré au sein d'une structure, bon, bah, c'était des nouvelles manières de travailler. Donc, on a besoin, même avec la reprise, de se réadapter, de réapprendre à travailler finalement peut-être physiquement avec les autres quand on était en télétravail, et puis avec son vécu également depuis le 16 mars. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Olivier concernant le contexte de crise sanitaire. Oui, excusez-moi, un petit bug passager. Concernant la question justement, merci, du contexte de crise sanitaire, je prendrai plusieurs points dans la mesure où, se posant dans la continuité du discours de Marie-Laure, nous avons eu deux phases inattendues. Je dirais même qu'il y a la troisième dans la mesure où, comme tu le disais, la seconde phase en tout cas n'est pas clôturée. Nous avons eu le confinement, le déconfinement, mais même si on parle de deux phases, il faut surtout garder à l'esprit que la première va continuer à résonner finalement vis-à-vis de la seconde. Quand je dis qu'elle va continuer à résonner, c'est que les gens se sont posés des questionnements, ont perçu leurs propres appréhensions et le retour sur le monde du travail va générer, en tout cas sur le lieu de travail, l'apport finalement de ces appréhensions que les gens pouvaient ne pas manifester auparavant. Donc, comme le disait Marie-Laure, le déconfinement est encore en cours et les choses ne sont pas posées.
Et je le redis, donc la première phase, logiquement, va résonner dans la mise en œuvre de la seconde. Et je tenais à préciser, parce qu'il faut faire attention aux discours qui sont anxiogènes, on ne peut pas parler en généralité de traumatisme, mais on peut parler de personnes qui sont surpris, déstabilisées. Après, on peut avoir des gens qui sont dans des situations particulières, mais il ne faut surtout pas les généraliser. Donc attention aux discours anxiogènes. Ce qui veut dire par là, c'est que nous allons nous retrouver avec des salariés qui sont retournés sur site, mais avec certaines fragilités ou petites dissonances, c'est-à-dire des particularités qui n'étaient pas présentes avant, qui sont à prendre en considération et qui ne sont pas à dramatiser, en tout cas. Tout ça pour dire que nous ne sommes pas construits psychiquement et socialement pour évoluer dans des espaces clos. C'est-à-dire que c'est bien ce que l'on peut vivre au niveau personnel qui interagit sans cesse avec le registre professionnel. On n'est pas dans le registre, comme on peut parfois l'entendre, mais qui est un peu caricatural. Il y a la personne chez soi et la personne au travail. Il y a toujours un mélange des deux et c'est bien ce qui fait les compétences personnelles et professionnelles d'un individu. Je donnerai juste un exemple, on parlera plus tard des partages d'expériences, mais ce que je veux dire, c'est le confinement, en tout cas, et l'accès au déconfinement. On s'est rendu compte aussi, et on se rend compte sur le registre professionnel, que le fait de travailler ensemble est une forme de partage d'expérience. Donc oui, de la situation du confinement. Ce qui a été le marqueur le plus fort, là, au niveau, en tout cas, de mon service de santé au travail, c'est qu'on a eu, au niveau des consultations psy, une hausse de 70% de consultations. 70%, la majorité des cas concernaient finalement ce constat que je pose, un mieux-être chez soi, c'est-à-dire une prise de conscience pendant le confinement, mais vraiment pendant le confinement, d'un milieu de travail qui est perçu comme anxiogène. Alors quand je dis anxiogène, il ne faut pas non plus dramatiser, sortir des éléments qui sont source de tension finalement. Et des personnes qui se sont rendues compte que travail à peu près égal, mais pas égal, ce n'est pas possible chez soi, la dimension finalement anxiogène pouvait disparaître. L'exemple d'un manager de très haut niveau de l'entreprise qui finalement fait le constat d'un travail plus difficile à mettre en œuvre quand il est chez lui, parce que effectivement, le télétravail, c'est aussi chronophage pour les managers, mais il ressent moins de pression. Ça, il peut l'évoquer à plusieurs fois. Et donc, pression qu'il pensait initialement en lien avec la charge de travail. Là, je vous parle d'un manager qui est dans la même entreprise depuis plus de 20 ans. Il a toujours associé la pression et le stress finalement à son emploi. Une fois les deux séparés, il peut faire le constat que finalement, non. Ce n'est pas son travail et son emploi en lui-même qui est source de pression. Deuxième constat d'un mieux-être au travail. Alors là, on est toujours sur la prise de conscience pendant le confinement, d'un milieu de travail qui est perçu lui-même, cette fois sur le volet un peu opposé, comme salvateur, ou finalement ressource possible. Là, c'est l'exemple, je reprends la base de consultation. Alors, je ne prends pas les exemples caricaturaux, mais les exemples les plus généraux. Ça va être le salarié qui manque de confiance en lui et il se rend compte que finalement, c'est le travail auprès de ses collègues qui le rassure et lui rappelle la place qui est de fait légitime. C'est les questions que j'ai pu avoir de personnes en télétravail où finalement se posait beaucoup plus souvent la question de leur légitimité parce que finalement, ils n'avaient pas le feedback de leurs collègues en direct. Ce qui remonte, on peut imaginer l'incidence sur le manager qui finalement peut trouver aussi chronophage d'être obligé de se positionner en réassurance vis-à-vis finalement de ses équipes. C'est un processus tout à fait logique. Donc ce différentiel sera présent au moment de la reprise. Alors quand je dis sera présent, c'est qu'en fonction des secteurs, il y a des reprises qui se font doucement, il y a des reprises qui se font rapidement, il y a des reprises pour certains qui ne se feront qu'en septembre. Comme je le disais, la seconde phase n'est toujours pas terminée. Tout ça pour pointer qu'il pourra y avoir et qu'il y a des dissonances entre les postures de chaque salarié et de chaque manager. Il ne faut pas les banaliser, il ne faut pas les dramatiser. Et après, vous verrez dans les slides développés que finalement, il y a des outils à disposition. Tout ça pour dire donc que finalement, il peut y avoir un sentiment de fragilité qui est normal, qui n'est pas à éluder et qui n'est pas non plus à dramatiser. J'en ai fini pour cette slide. Alors, du coup, je ne sais pas du coup qui devait présenter le sondage, mais voilà, un autre petit sondage en lien avec ce qu'Olivier vient de dire.
Le résultat a l'air stabilisé, je pense. On peut Oui, tout à passer fait. à la slide suivante. Effectivement, dans le sondage, on a quand même 44% de reprise qui est attendue. Et on a effectivement cette question, on peut appréhender finalement un événement attendu. Ce n'est pas du tout contradictoire. Et là, on est dans 33%. Ce que ça vient mettre en avant, c'est qu'on a un retour à la normale qui est attendu, mais il suffirait aussi, et il convient de définir la normale, elle est bien, je la mets entre guillemets, et la particularité, c'est que si elle est attendue pour la plupart des salariés, on voit à peu près 44%, elle peut aussi générer finalement des oppositions. Alors les deux oppositions, j'en pose deux grands ordres. Retrouver un travailler ensemble versus se sentir en danger. Quitter le confinement versus être confronté au bruit d'un open space, au temps de transport, à l'autre. Donc finalement, il n'y a pas d'opposition entre l'attente et l'appréhension. Ce qui peut être d'ailleurs dans un cadre de travail dit standard par moment moteur, mais il ne faut jamais abuser finalement des moments de tension parce que là, on épuise le salarié. Et là, on en arrive à des situations de tension qui vont être posées aussi comme potentiellement le minimum du retour au travail, avec la dimension d'attentivité ou d'hyperattention que ça peut générer chez le salarié, chez le manager, et que l'attente de la reprise au travail, on pourra voir en tout cas par la suite que finalement, on est aussi dans des situations où on peut avoir plus de ratés, entre guillemets, je ne parle pas de faute ni d'erreur, mais plus de ratés qu'auparavant, tout simplement par cette hypervigilance qui conduit à une absence finalement de disponibilité, toute relative, bien sûr. Donc attendu vis-à-vis de retrouvailles et d'un cadre plus adapté, au niveau matériel, bien sûr, relationnel. Et le lieu de travail propose un espace différencié du lieu de vie, ce qui permet aussi la rupture des sphères personnelles, professionnelles. Ça, c'est un avantage, mais aussi appréhender si je prends le temps de transport. On peut avoir, en tout cas sociologiquement, on a ce rituel de cassure, le temps de transport entre le chez-soi et le lieu de travail, où finalement on peut se mettre en condition d'aller au travail dans le RER, en vélo, peu importe le moyen de locomotion, afin d'arriver au travail et être disponible. Là, on peut aussi être confronté à des salariés qui finalement ont une hypervigilance, si on prend le métro ou certains RER, sur le temps de transport et finalement qui n'arrivent pas forcément en état de disponibilité sur le lieu de travail. Et inversement, on peut aussi avoir la situation de salariés qui finalement, le temps de transport retour, le retour chez soi, est une façon ou des temps investis afin de soit clôturer psychiquement certains dossiers, être disponible finalement le reste de la journée. Et là, finalement, on pose la question de la perméabilité entre la sphère personnelle et la sphère professionnelle, qui finalement, là, va naturellement se mélanger un peu. Si elle se mélange un peu, on a aussi le risque d'une moindre disponibilité. Appréhender ces QFD, la contamination, on ne sait d'ailleurs toujours pas finalement où on en est, on a toujours les recherches en cours au niveau sanitaire. Et donc, dernier point à appréhender, la reprise de travail dans un cadre qui s'est révélé, c'était l'exemple que je donnais auparavant, pendant le confinement, en tout cas, cadre anxiogène. Ce que je veux dire par là, c'est que de facto, on va être, et nous sommes confrontés à de multiples changements qui peuvent être passagers ou s'inscrire dans le moyen ou long terme. Alors, au niveau de la psychologie clinique, effectivement, on sera surtout dans le passager, et heureusement, mais il faut avoir une vigilance, en tout cas dans le moyen et long terme, et ça veut dire aussi qu'il faut être attentif aux éléments qui sont passagers. Et alors du coup, pour faire le lien avec les RPS et les changements, effectivement, il faudra être attentif pour voir si ces changements vont vraiment être ponctuels ou passagers. Mais ce qu'il faut entendre aussi, c'est qu'un changement n'est pas forcément du versant négatif. On a pu voir émerger avec ces changements d'organisation de travail, avec ces changements de manière de travailler, des risques, mais parfois également des ressources. C'est pour ça qu'on parle de RPS également entre nous, parce que sous ce terme-là, le R de RPS, on peut entendre le risque et ou la ressource. Et finalement, l'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais ça, c'est important et c'est aussi le message
qu'on veut vous faire passer, c'est que cette crise sanitaire a eu un impact. Hein. On a pu voir émerger des RPS, mais que ce soit du risque, mais également de la ressource. Et en tant qu'employeur, on vous invite fortement finalement à vous arrêter dessus en disant « Ok, quels sont les risques qui ont pu apparaître avec cette crise sanitaire, mais également quelles sont les ressources ?» Et on vous donnera après quelques exemples. Dans RPS, vous avez également psychosocial. Nous, le message également qu'on veut faire passer, c'est que la dimension psychosociale n'est pas un risque, mais une ressource pour le travail. Et en tant que telle, elle doit être préservée. Et d'ailleurs, c'est aussi un des rôles des employeurs et des salariés d'assurer la santé physique et mentale, donc la santé de manière générale. De toute manière, ce qu'il faut se dire, et là nous citons donc Gaston Berger, c'est que demain ne sera pas comme hier. On a vécu une crise sanitaire que je pense que les 3/4 d'entre nous, même la totalité d'entre nous, n'avions jamais vécu, et fort heureusement. Donc demain sera nouveau et il dépendra finalement de nous. Donc on reviendra encore une fois sur le REX et sur les espaces de discussion, mais c'est peut-être aussi le moment de se poser et de se dire ok, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, et beaucoup d'ailleurs de nos adhérents, en tout cas chez Horizon Santé Travail, entame ce travail. Bien qu'on entend bien que là, avec la reprise, en tout cas en présentiel, j'imagine que votre activité est très importante et peut-être qu'il n'y a pas le temps finalement de se poser pour faire un peu un état des lieux, mais c'est vraiment quelque chose qu'on conseille, nous, si ce n'est pas tout de suite, quand vous le pourrez aussi humainement. Donc, il est moins à découvrir qu'à inventer. Donc, tout ça pour vous dire, n'hésitez pas à vous poser si vous le pouvez et puis à vous interroger sur ces risques et ses ressources en lien avec la dimension psychosociale. Coraline du CIST VO, merci à mes deux collègues Marie-Laure et Olivier. Donc oui, sur ces questions de crise sanitaire, de l'impact et de l'incidence, des mots MAUX qui ont pu éventuellement émerger et de cette nuance avec la question du risque et des ressources, qu'en est-il de la dimension psychosociale? Puisque toute situation de travail se caractérise par, bien sûr, la présence de travailleurs, quel que soit son échelon hiérarchique, mais aussi le développement d'une activité de travail au sein d'un collectif et d'un environnement de travail. Donc, ces deux éléments-là et ces deux caractéristiques dans le cadre des RPS des situations de travail renvoient à, d'une part, les ressources, les capacités, les compétences, les trajectoires professionnelles du point de vue des compétences, des apports d'originalité parce que d'avoir travaillé dans tel ou tel secteur d'activité qui relève propre à chaque travailleur et qui, dans cette dimension psychosociale, renvoie à l'individu. Et cet individu travaillant forcément et s'inscrivant dans des collectifs de travail, cela interpelle également la dimension sociale. Et cette dimension sociale et cette capacité à l'organisation du travail de porter des dynamiques de reconnaissance entre collègues, entre pairs, mais aussi avec la ligne hiérarchique et managériale. Et nous pourrions même oser dire d'avec les bénéficiaires des prestations, que ce soit des produits ou des services qui sont produits par chacun de nos adhérents. Il y a toutes les démarches également d'entraide et de soutien que nous avons pu voir émerger dans le cadre de la situation de confinement, du fait que, on l'a vu dans le sondage, bon nombre étaient en configuration de télétravail et il a fallu se réorganiser, il a fallu réinterpeller collègues et hiérarchies selon d'autres modalités. Donc, nous avons très certainement à l'avenir de belles expériences et de beaux témoignages de ce qui a fait ses preuves dans cette vitalité des collectifs. Et nous pouvons aussi, dans cette dimension sociale, et c'est en ça où chaque employeur doit être vigilant, observer également des stratégies de défense qui là sont plutôt le versant opposition ou difficulté à continuer à avancer dans le travail tel qu'il est proposé. Et c'est en ça où, pour tendre vers la ressource, on va vous présenter ensuite différentes modalités pour agir. Et ce qui est aussi important de pointer dans cette dimension psychosociale de la situation que nous avons traversée et que nous traversons encore, ce sont la question des coopérations. Donc l'entraide et la coopération qui permet vraiment à chaque collaborateur, quelle que soit sa place dans l'organisation du travail, de pouvoir prendre en compte les contraintes ressources de ses collègues afin
bien, de faire au mieux dans sa propre pratique professionnelle pour ne pas accentuer les contraintes de son collègue, dans la mesure de son possible, bien entendu. Donc, ce qui va être principalement être important dans cette démarche de réflexion sur la dimension psychosociale et de prendre soin de ces deux aspects-là. Voilà, alors juste pour rappel, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, nous avons des animateurs qui sont présents dans le chat. Donc, on vous invite vraiment, si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. Donc, comme le disait ma collègue, donc il existe des facteurs de risque et puis des ressources. Et finalement, tout est une question d'équilibre. L'objectif, c'est de diminuer les risques et de soutenir les ressources. Votre salarié et vous-même en tant qu'employeur, hein, parce que vous-même en tant qu'employeur, si vous n'êtes pas salarié, vous pouvez être amené malheureusement avoir des RPS, risques psychosociaux au sein de votre structure. Tout est une recherche d'équilibre. Et le message qu'on souhaite passer, c'est aussi ce n'est pas parce qu'un risque est présent que forcément les collaborateurs seront en souffrance. Ce qu'il faut finalement, du coup, c'est agir sur la ressource pour pouvoir équilibrer les facteurs de risque et les ressources. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez une très forte charge de travail au sein de votre structure. Voilà, il y a énormément de choses à faire, mais en même temps, en face, vous avez suffisamment d'hommes, voilà, d'hommes avec un grand H, pour pouvoir répondre à la charge de travail. Et bien là, on va voir que la balance sera à l'équilibre. C'est-à-dire que cette charge de travail pourrait être un facteur de risque, mais en face, vous avez les ressources nécessaires. Ou alors, effectivement, il vous manque 2 personnes au sein de votre service, il y a une charge de travail qui est très importante, mais en même temps, de l'autre côté, vous avez un collectif de travail qui est très soudé, on verra que la balance sera à l'équilibre. Donc, j'espère que, du coup, comment je l'ai présenté, c'est suffisamment clair. Le message qu'on veut faire passer aussi par là, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler des RPS. C'est vrai que très souvent, donc, on intervient en entreprise, oh là là, les RPS, ça fait tout de suite peur. On entend risque. Bon, alors là, vous avez compris qu'on peut aussi parler de ressources. Et puis, il y a psycho, il y a social. Souvent, il y a vraiment des craintes. Ou même en disant, mon Dieu, si vous venez chez nous, on ne veut pas qu'une bombe explose ou que vous fassiez ressortir tout un tas de choses. Non, nous, on est vraiment là pour vous accompagner, pour peut-être identifier ces facteurs de risque, mais pour pouvoir également identifier ses ressources et pour voir si la balance est à l'équilibre. Et si elle ne l'est pas, de quel côté on peut agir pour qu'elle soit à l'équilibre. Donc, par contre, ce qu'il faut, voilà, c'est très bien, Madame Rouge, je vous remercie. Ce qu'il faut entendre, c'est que parfois, les facteurs de risque peuvent devenir des ressources et inversement. Je m'explique, une charge de travail bien maîtrisée, parce que la personne est autonome, parce qu'il a suffisamment de formation, c'est une ressource forte pour lui, mais de l'autre côté, un facteur de risque, ça peut être le temps de travail. Il peut avoir diminution de son temps de travail ou des cadences très élevées. Donc, c'est toujours un petit peu à regarder avec ce double regard, avec cette double porte d'entrée. Mais retenez vraiment que sous le terme RPS, on peut entendre le risque, bien sûr, et ou la ressource. Voilà. Merci Marie-Laure. Nous avons tenu dans le cadre de nos pratiques professionnelles respectives, mais aussi de toute la production littéraire d'articles dans la presse d'un ensemble plus vaste d'activités professionnelles que celles strictement suivies par nos services de santé au travail, vous nourrir et nous permettre de toucher du doigt ce que la situation actuelle a pu susciter et générer de façon très concrète dans un certain nombre d'environnements professionnels, quels qu'ils soient, pour que, de façon éclatante, nous puissions découvrir et surtout révéler la question que, bien que la situation de crise sanitaire ait mis tout le monde sous tension et déstabilisé les process et les habitudes et les collectifs, il n'en demeure pas moins que sur bon nombre de secteurs d'activité professionnelle, beaucoup de ressources a pu être mobilisées et sollicitées au sein des entreprises, des collectifs, que les entreprises soient petites ou grandes,
toujours dans cette idée d'équilibre. Donc là, sans que nous rentrions dans le détail de chacun de ces exemples, mais voilà, pour nous dire qu'en situation de télétravail, que l'on soit dans des PME ou dans des grands groupes, qu'on soit dans le domaine de l'art, les organismes de formation, l'hôpital, les collectivités territoriales et l'éducation nationale, chacun de ces secteurs professionnels et de ces collectifs ont été amenés à voilà, développer en situation de crise des ressources qui étaient peut-être là potentiellement en latence ou qui, du fait de l'adversité, entre guillemets, ont pu s'épanouir et se développer au sein des organisations. Différents éléments, bien sûr, ont pu concourir à ce qu'advienne cette situation-là. On peut évoquer peut-être l'absence de rigidité dans l'organisation du travail avec un assouplissement de certaines prescriptions. On a pu aussi identifier le fait que pour pouvoir maintenir une activité qui soit rentable, alors il y a eu une accélération ou des innovations qui ont été développées en situation pour permettre à ce que le produit ou service de l'entreprise concernée puisse malgré tout exister. Je pense au commerce électronique ou au Louvre en l'occurrence, et y compris les organismes de formation. Donc là, nous sommes sur des choses très concrètes et nous avons donc un grand plaisir à l'avenir de pouvoir également échanger avec vous tous, tous les adhérents de nos services de santé, sur ce qui a fait ressource au sein de vos collectifs, puisque voilà, si quand bien même il y a de la contrainte, ce qui est fondamental pour vous, c'est voilà, d'essayer d'aller capter toutes ces opportunités de développement, de créativité et d'innovation dans vos collectifs et vos configurations. Donc, du coup, maintenant, bon, une fois qu'on a un petit peu voilà, compris la situation, vu un petit peu ce qu'on devait aller regarder, compris que, encore une fois, et là on insiste, on a vraiment tous été, on a tous pu avoir des réactions différentes hein, face à cette situation. Bah, maintenant, comment agir finalement? Donc, on va vous présenter différentes portes d'entrée finalement d'action. Donc, avec la première, donc qui sera la méthode d'évaluation. Et puis on rentrera dans le détail, mais avec une prise en compte de la réalité des situations, comprendre ce qui est déployé par les salariés en situation de travail, et puis pouvoir analyser les qualités des coopérations internes, externes. Donc ça va être aussi, encore une fois, toute cette question de ressources. Finalement, c'est analyser dans les situations de travail qu'est-ce qui a pu être un risque et qu'est-ce qui a pu être une ressource. Et on vous invite encore une fois vraiment à pouvoir s'interroger sur ces deux versants et peut-être à intégrer finalement dans vos organisations des nouvelles ressources qui ont pu se voir se développer avec cette crise. Se pose en effet la question pour vous tous que ce qui a été développé dans ce contexte un petit peu dégradé, justement du fait des accompagnements possibles de vos contextes actuels et des questions que vous avez pu vous poser et que ça a suscité dans vos organisations du travail, se pose en effet la question de l'appropriation de ce qui a pu émerger et advenir dans ce contexte de crise. Bien sûr, nous sommes là pour vous accompagner sur le sujet, mais c'est que tout ce qui a été développé peut, bien sûr, après une mise en discussion au sein des collectifs de travail, que ce soit entre les pairs ou avec les hiérarchies, devenir non plus des situations dégradées, mais des situations nominales. Parce que ce qui aura été déployé en situation difficile et de ce que ça a fait émerger du point de vue de la ressource, vous pourrez faire le constat qu'en définitive, la qualité de vos prestations, que ce soit en termes de produits ou de services, en définitive, s'en voit améliorée et valorisée. Donc, il est important pour vous, grâce à des accompagnements extérieurs que nous pouvons représenter, se poser la question de oui, est-ce qu'on a compris ce qui s'est passé, puisque dans ce qui a été déployé en situation, eh bien, les règles, les normes, les attendus ont pu changer. Donc, c'est aussi d'abord et avant tout comprendre ce qui s'est passé sur site, dans les situations. Et voilà, permettre à ce que cette parole-là puisse être partagée dans les collectifs
et pourquoi pas aussi permettre à vous, employeurs, de se dire, voilà, plus tard, prochainement, est-ce qu'on va pouvoir, entre guillemets, reconcevoir différemment le travail et notre pratique professionnelle pour faire changer et faire évoluer nos organisations du travail, puisqu'on a constaté en définitive qu'il y avait eu beaucoup d'éléments vertueux dans cette crise. Du coup, Olivier, bon, je ne sais pas si tu veux prendre la parole du coup avec le manager. Oui, Oui, pardon. Le manager, oui, j'étais dans l'écoute. Manager, donc être à l'écoute des difficultés rencontrées ou des ressources déployées, favoriser les coopérations, une bonne communication. Alors, tout ça peut paraître très vague, ce ne sont que des vieux pieux auxquels on peut adhérer, mais dans le pratico-pratique, ça rappelle donc qu'il y a des process qui sont soit à mettre en œuvre ou à réactiver, parce que finalement, si on prend les positions managériales, elles sont là pour poser en organisation et aussi en réassurance. Je parle de réassurance sur le registre professionnel. Et dans les temps de turbulence, plus il y a de turbulence, plus le management, en tout cas, doit s'affirmer comme plus présent. Ça, c'est une nécessité logique. Et il faut faire attention dans les périodes de turbulence, si on ne peut pas être dans le déni, et la période actuelle en fait partie, le manager doit forcément s'affirmer un peu plus. S'affirmer, attention, ça veut juste dire qu'il est présent et qu'il est une ressource possible. Au niveau psychique, j'ai envie de dire que c'est une nécessité afin que les salariés puissent percevoir qu'il y a eu un différentiel entre l'avant, le pendant, et on verra ce qu'il en sera plus tard dans l'après. Donc, je reprends la parole par rapport à l'évaluation. Donc, c'est une première porte d'entrée, hein, l'évaluation. Juste pour vous rappeler rapidement, en tant qu'employeur, vous devez répondre à 2 grands articles du Code du travail. Hein, un rapide rappel, une obligation générale d'action et de prévention des risques. Hein, vous devez assurer la santé physique et mentale de vos collaborateurs, donc en mettant en place des actions de prévention, d'information, de formation. Et la deuxième grande obligation, donc cette obligation générale, ce n'est pas forcément par rapport au RPS, c'est par rapport à tous les risques. Et vous avez ensuite une obligation d'évaluation des risques, avec le document unique d'évaluation des risques qui, je le rappelle, est obligatoire pour toute entreprise et qui doit être mis à jour à minima une fois par an, annuellement. Par contre, effectivement, avec notamment la crise qui vient d'arriver et qui a pu avoir un impact sur les organisations de travail, là, il est fortement demandé à ce qu'il soit mis à jour. Notamment, on a eu beaucoup d'inspections du travail qui venaient retoquer un peu les adhérents en disant est-ce que vous avez inscrit ce risque-là dans le document unique? Alors, très souvent, les adhérents, donc vous, employeurs, oui, le risque est inclus plus en termes de risque biologique, enfin, je ne vais pas, voilà, mais en termes de risque biologique avec les mesures barrières à mettre en place en face. Mais pour aller un peu plus loin, ça serait intéressant aussi de faire le lien justement avec ces RPS, parce qu'on a pu le voir encore une fois, et je pense qu'on l'a démontré tout au long de cette première partie de présentation, que oui, la crise sanitaire a eu un impact sur les organisations de travail, sur les manières de fonctionner, pas forcément négatif, ça pouvait être même les deux. Donc c'était important, et c'est important de pouvoir l'inclure dans le document unique d'évaluation des risques. Pour vous donner un petit exemple, c'est la diapo juste après, on va faire un zoom, et encore là je trouve qu'on voit bien, en tout cas pour ceux qui sont sur ordinateur, on vous montre un exemple. Alors attention, c'est pas le document unique comme il doit l'être, parce que normalement nous avons également les conditions d'exposition, la fréquence. Enfin, je suppose que vous connaissez après comment est construit un document unique, et si besoin, de toute façon, je vous invite à vous tourner vers votre service de santé au travail, qui ne va pas vous le faire, parce que c'est du coup le devoir de l'employeur, mais qui peut vous accompagner en tout cas. Et même par rapport au RPS, nous pouvons également vous accompagner dans cette démarche de réflexion. Donc voilà un exemple, on va juste faire un petit zoom. Donc le danger, c'est la mise en place d'une nouvelle organisation de travail, exemple le télétravail, et en moyen de prévention donc à mettre en place. Madame Roux, si vous pouvez juste aller à la diapo juste d'après, s'il vous plaît. Donc ça va être par exemple un plan de prévention pour limiter l'impact du télétravail sur la santé de vos collaborateurs. Ça va être définir et communiquer les modalités organisationnelles spécifiques du travail en télétravail, limiter les canaux de communication et on privilégie les informations collectives. Donc on évite d'envoyer trop de mails dans tous les sens et puis on essaye vraiment de recentrer l'information.
On accompagne les managers de proximité. Déjà, manager à distance et manager en présentiel, c'est pas la même chose. Donc, je pense que vos managers, pour les entreprises, bien sûr, qui ont des managers, parce qu'on peut également avoir des TPE chez des personnes qui nous regardent, mais en tout cas, voilà, quand il y a du management, en plan de prévention, c'est vraiment l'accompagnement des managers. Et on le voit, en tout cas, pour les grosses entreprises qui continuent à faire du télétravail, ils sont en train de mettre en place des modules management à distance. Voilà, parce qu'il y a quand même des petites subtilités. Donc, accompagner les managers et les aider à assurer leur mission de soutien et de coordination des équipes. Donc ça, c'est un exemple de plan d'action. Encore une fois, n'hésitez pas, si besoin, à nous contacter. On pourra vous aiguiller, vous accompagner pour inclure ces RPS dans le document unique. Sur la dimension de l'appropriation, comme on l'a vu tout à l'heure, sur les différents moyens pour agir, évaluer, s'approprier et manager, il est donc une opportunité pour les employeurs, comme nous venons de le dire dans le cadre de ce que nous avons traversé, de faire le point de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné en situation. Et pour ce faire, dans l'idéal, c'est de pouvoir bénéficier du temps pour ce faire, de prendre le temps pour ce faire et d'offrir aussi des espaces pour que les collaborateurs puissent poser une certaine parole sur le travail. Donc, dans les différentes modalités qui peuvent s'offrir aux adhérents et aux employeurs, nous avons ce que nous dénommons comme le retour d'expérience ou REX, qui n'est pas propre à tel ou tel secteur d'activité, mais au contraire, qui est des démarches en mode un petit peu projet, qui sont conduites vraiment par tout secteur d'activité. On le retrouve beaucoup dans l'armée, dans la police ou autre, à l'hôpital, à chaque fois qu'il y a eu une situation d'accident, une situation d'urgence ou un écart par rapport au fonctionnement normal attendu de la prescription. Donc, c'est vraiment très, très, très large. Et là, clairement, la crise sanitaire peut nous ramener à cette configuration. Et le retour d'expérience, puisqu'on est dans la démarche d'appropriation, qu'est-ce qu'on garde ou au contraire, qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse évoluer, comment chaque collaborateur aussi, grâce à ce retour d'expérience, pourra en sortir grandi. On est dans une vraie démarche et un outil d'apprentissage pour les organisations du travail, quelque chose qui va vraiment s'inscrire dans leur modalité de fonctionnement, qui va pouvoir se pérenniser dans un temps court, mais aussi moyen et long, et ça nous renvoie à ce que nous disait Olivier au démarrage. Les démarches de prévention telles que nous les conduisons à vos côtés ont bien pour vertu de s'inscrire sur un temps long, dans l'idéal, bien entendu. Donc, ce retour d'expérience, nous avons souhaité vous en partager un exemple, tel qu'il a pu être mis en place par des ergonomes internes, mais aussi d'autres collectifs de travail au sein d'un CHU. Donc, ils ont mis en évidence certaines dimensions et déterminants de l'activité et facteurs que pendant la crise, quelles sont les conditions de travail du point de vue du matériel, des effectifs, des horaires, sur cet objectif partagé au sein de l'hôpital qui était bien sûr sauver des vies. Cela leur a permis, dans leur collectif, de mettre en évidence que tout d'un coup, il y avait une vraie valeur d'utilité et de soutien social dans ce qu'ils pouvaient conduire au sein de leurs équipes, en pensant au plan blanc, bien entendu, et que la reconnaissance qu'ils ont pu obtenir, que ce soit de la hiérarchie ou de la société civile, pour eux, a été vraiment vertueux. Donc, ce contexte de crise, pour eux, a donné le sentiment, avec ce développement des marges de manœuvre, puisque le prescrit, les attendus et les modalités organisationnelles ont un petit peu changé, ce vécu de la crise a plutôt été perçu comme une parenthèse enchantée. Et se pose pour eux la nécessité aujourd'hui de voir comment apprendre et grandir de toute cette configuration dans laquelle ils ont été plongés, vraiment du jour au lendemain. Eh bien, au niveau de ces conditions de travail, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'elles continuent à être vertueuses avec des collègues en renfort, avec la possibilité d'être en binôme pour apprendre certaines compétences en situation qui n'avaient pas été appréhendées jusque-là?
Voilà. La question de l'objectif partagé, sauver des vies, se pose-t-il toujours à l'heure actuelle ou pas? Et sur la question de la valeur, de l'utilité du soutien social, bon voilà, récemment, on a pu voir à nouveau nos soignants manifester dans les rues. Voilà, donc tout ça se pose les questions. Et ce qu'ils ont pu constater en première instance à ce jour, c'est que les marges de manœuvre assouplies dont ils ont pu bénéficier pendant la crise, eh bien, il y a voilà, un petit peu une bascule qui tendrait à revenir vers une rigidification de ces marges de manœuvre par la multiplication de prescriptions, donc soit bien sûr le retour à celles qu'ils avaient avant, soit de nouvelles. Et voilà, l'après-crise sanitaire, quel sera-t-il? Donc, les démarches de retour d'expérience ont pour vertu de permettre aux organisations de poser ces questions et de grandir de cela. Nous avons également une autre entrée qui est celle donc, de l'espace de discussion. Le REX, on l'a bien vu, c'est plutôt dans un moment de crise aiguë, d'écart, d'accident, qui permettent à chaque collectif voilà, de reposer une certaine parole sur ce qu'ils ont vécu et sur ce qu'ils ont déployé en situation. L'espace de discussion, quant à lui, eh bien, permet d'instaurer un peu plus longtemps dans le temps ces dimensions se pérennisent et que ce ne soit pas, entre guillemets, un one-shot, mais vraiment quelque chose qui s'inscrive dans l'organisation du travail. Donc, ils peuvent être centrés sur l'expérience, ses enjeux, les règles de métier, le sens de l'activité que chacun a déployée dans les différentes configurations que l'on a pu voir, et les ressources et les contraintes dont il a eu le sentiment d'être en disposition ou pas, puisque, rappelons-nous, la question de la dimension psychosociale relève bien d'un vécu subjectif, mais aussi de ces collectifs de travail. Donc, il y a 3 champs possibles pour pouvoir conduire et instaurer des espaces de discussion dans vos organisations. Le premier niveau serait donc l'activité, la tâche, les compétences et les pratiques. Le deuxième, celui de l'organisation du travail, le fonctionnement des collectifs, avec l'idée un petit peu de la ligne hiérarchique qui serait également impliquée. Et enfin, la stratégie de l'entreprise, la gouvernance, son positionnement dans son territoire, voilà, pour penser demain quel est le modèle de performance tant économique, de santé que chacune de vos organisations souhaite avoir pour demain. Et cette efficacité pour les espaces de discussion est bien sûr que, quel que soit le champ dans lequel l'entreprise a envie de se positionner, il faut que les parties prenantes qui vont être engagées sur cet espace de discussion puissent s'entendre sur quel est le champ que l'on a envie d'instruire. Au sein d'une crèche, puisque le CIST VO a été sollicité à ce propos. La directrice et l'encadrement de la crèche au fil de la crise et avant la reprise a pu être très présente par téléphone avec chacune de ses collaboratrices et le plan de reprise avait été validé voilà, par l'autorité de santé, donc elle était confiante sur le sujet, y compris ses collaboratrices. Mais néanmoins, du fait que l'organisation du travail, les modes opératoires, le rapport avec les familles et autres a été profondément bouleversé, cette directrice de la crèche a souhaité pouvoir mettre en place, d'une part, un REX pour traiter l'aigu de la crise, mais aussi pouvoir pérenniser dans le temps des espaces de discussion, avec une interrogation également de se dire est-ce que les parents qui sont les bénéficiaires de la prestation d'accueil des enfants ne pourraient pas aussi être partie prenante et dans la coopération de qu'est-ce que l'on pourrait améliorer dans l'organisation de la crèche. Donc, bien sûr, ces espaces de discussion ne se décrètent pas. Il y a un certain nombre de conditions qui sont à mettre en œuvre, y compris dans l'animation, sur préparer un ordre du jour, permettre de faire une restitution à la fin de chaque partie et la diffuser. Et sur les conditions de mise en œuvre, c'est aussi principalement la question de la confiance et la neutralité de la parole, le non-jugement, le fait aussi que l'on ne va pas sanctionner son salarié parce qu'il va mettre en discussion ses pratiques, ses compétences ou ses difficultés. Et bien sûr, penser un plan d'action, puisque nous le disions tout à l'heure, la crise nous a convoqués dans une situation et une configuration de changement, et le changement ne se décrétant pas et s'accompagnant, il faut bien penser un plan d'action à ce sujet.
Le management, si c'est possible de passer à la slide suivante, merci. Alors, je vois qu'il reste 10 minutes, donc je vais essayer d'être, bon, je vais pas essayer, je vais être bref et vous aurez de toute façon après le support PowerPoint. Sur le management, je rappelle moi une première alerte, il me semble, pardon, c'est la slide avant, s'il vous plaît, Céline. Voilà, pardon. Je pose le préambule où il faut être vigilant, c'est que le manager est aussi un salarié. Donc, si on prend la définition, en tout cas dite rapidement, du manager de cadrer, de coordonner les équipes, ça veut dire aussi qu'il prend les difficultés de fonctionnement, les incohérences, qu'il est censé les rationaliser et gérer les équipes afin qu'elles soient en ordre de marche. Mais il ne faut pas oublier que le manager est lui-même un salarié et que dans les situations, là je parle des entreprises où on a plusieurs niveaux de management, trop souvent on peut rencontrer finalement des managers qui se retrouvent dans un état de, entre guillemets, solitude finalement dans l'entreprise, là où ils encadrent des équipes. Ce que je veux dire par là, c'est que en situation normale, entre guillemets, normale entre parenthèses, bien sûr, et d'autant plus en situation de crise, il faut aussi fournir aux managers leurs propres outils. Je prends l'exemple le plus commun, c'est une fois par semaine, certaines entreprises qui ont mis en place des petites séances courtes, ce n'est pas quelque chose de forcément chronophage, de 15-20 minutes de débriefing entre managers, afin qu'ils puissent échanger leurs petits outils qu'ils ont captés ou mis en place finalement dans cette situation dite d'urgence. Donc les supports étayage doivent être aussi mis en place au niveau des managers. Si on oublie de les mettre en place, finalement, on va avoir des managers qui vont être dans la même problématique que le salarié, même si les salariés, excusez-moi du différentiel que je pose, et finalement, on va perdre en tout cas tous les bénéfices d'un management. Ça, c'est pour rappeler qu'effectivement, un manager, alors quel qu'il soit, quel que soit son niveau, sans marge de manœuvre, on ne peut que perdre en crédibilité vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des équipes et potentiellement aussi vis-à-vis de ses collègues. Donc attention, encadrement des salariés, encadrement des managers, et c'est logiquement toute la chaîne de toute façon hiérarchique qui doit être prise en considération. Aucune ne doit être oubliée. Si on en oublie une, ça sera au détriment de l'autre. Nous passons donc à la slide suivante, où, en tout cas dans la période de crise, les positions institutionnelles et managériales sont attendues par les salariés, ce qui est logique. Je rappelle juste que l'élément essentiel, c'est la temporalité. Et là, je rappelle aussi un élément vis-à-vis des risques, si on prend le versant risque, c'est que le temps ne fait jamais passer les choses, il les ancre. Voilà. On ancre les difficultés, on peut dire on va laisser passer, ça va passer. Non, généralement, si la chose se répète, on crée des difficultés qui vont s'insérer en tout cas dans le fonctionnement des institutions. Et donc en cette période, il faut être d'autant plus vigilant parce que nos structures sont de fait fragilisées, et ce qui implique la nécessité de percevoir les points de fragilité, d'accéder à leur compréhension en favorisant notamment la communication et enfin d'apporter possiblement, si cela existe, des solutions. Je rappelle aussi, vos CIST sont là a priori pour vous accompagner. Une constante en tout cas, c'est que plus on attend afin de gérer une situation, plus elle sera anxiogène. Ça c'est quasiment malheureusement une équation. Et plus la difficulté est perçue tôt, moins elle aura d'impact. Ça, c'est une vraie problématique pour les managers et les responsables de société, c'est qu'il y a toujours de toute façon un différentiel entre la perception d'une difficulté et la mise en œuvre d'une réponse. On a des groupes d'analyse, on a des process qui s'élaborent et on répond. Donc on a toujours un décalage. On perçoit un mal-être, le temps que l'on propose une solution à ce mal-être, il y a un décalage. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un sort jeté sur les institutions, mais ça veut dire qu'il ne faut pas oublier non plus de communiquer, de dire nous sommes en train de nous prenons en considération. Il ne faut pas laisser de blanc finalement. La nature ayant horreur du vide, l'humain en faisant partie, dès qu'il y a un blanc, on a toujours tendance à y mettre quelque chose. Alors, ça ne veut pas dire assommer les gens avec la communication. De toute façon, je pense que personne n'a le temps pour cela dans les entreprises et les gens qui sont présents en ce moment. Mais il ne faut pas oublier d'informer et de communiquer. Ne pas laisser les gens mettre de l'anxiété sur les blancs, en tout cas l'absence de réponse. Et voilà pour ma part en accéléré. Alors du coup, je vais prendre la parole pour terminer notre présentation. Donc en bref,
Donc, Madame Roux, si vous pouvez passer, donc merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu, hein, on a vraiment une approche de la prévention en partant du point de vue du travail. Juste, je reprends la parole une toute petite seconde par rapport au document unique. C'est vrai que c'est un message que je vous ai pas forcément fait passer, mais le document unique, bien que ce soit en fait votre devoir en tant qu'employeur, donc de le mettre à jour, on vous invite fortement à faire participer finalement tous les collaborateurs qui connaissent la réalité de leur terrain et leurs contraintes réelles, leurs risques réels et leurs ressources réelles, qu'ils deviennent acteurs finalement de leur propre prévention. Donc, si vous avez des CSE, effectivement, les impliquer aussi dans la construction de ce DU, avec des salariés volontaires. Enfin, voilà, en tout cas, toutes les démarches qu'on vous présente, c'est vraiment avec une implication de l'ensemble de votre entreprise. Et d'ailleurs, on le met dans cette diapositive, l'entreprise, employeur et salarié doit être partie prenante de la démarche. Quand même nous, quand nous intervenons chez vous, on intervient jamais seul dans un coin, on a vraiment besoin de vous et on travaille ensemble. Ce qu'on souhaite aussi préciser, c'est que aujourd'hui, vous l'avez vu, c'était une présentation assez générale. Peut-être que nous n'avons malheureusement pas répondu à une question précise que vous vous posiez. C'est pour ça qu'encore une fois, je vous invite à aller sur le chat. C'est le moment, on a des collègues qui sont là pour vous répondre. Mais chaque entreprise est unique et spécifique. Et finalement, chaque entreprise aura des ressources et des risques et des organisations du travail et des relations au travail totalement différentes. Donc, il y aura des plans d'action vraiment adaptés à vos entreprises. Et même une entreprise avec le même secteur d'activité, ça ne sera pas la même chose. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas vous apporter une réponse toute faite en disant faites ça chez vous et ça fonctionnera. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Vous contactez votre service de santé au travail et on verra ensuite comment on peut vous accompagner. Juste pour rappeler aussi que notre rôle est de contribuer à l'amélioration des conditions de travail en vue de limiter les atteintes à la santé. Donc, nous sommes disponibles et nous allons terminer ce webinaire par 9 grands conseils que l'INRS a mis en place sur leur site internet. N'hésitez pas à aller voir leur site, il est bien construit et puis vous pourrez retrouver ces 9 points clés un petit peu plus développés. Dans ces 9 points clés, vous retrouverez en tout cas les messages que nous, on a souhaité faire passer tout au long de ce webinaire. Donc, comme l'a dit mon collègue Olivier, et on a pu également vous faire passer ce message, c'est que chaque individu, chaque collaborateur a vécu la crise différemment, positivement, négativement, même les deux, voilà, et puis même en fonction du temps, les choses ont pu changer. Nous, on vous invite vraiment à prendre le temps d'accueillir de façon personnalisée chaque salarié, de vraiment pouvoir comprendre s'ils souhaitent en parler, bien sûr, peut-être que certains ne souhaiteront pas en parler, alors ça peut être vous, employeur, le manager, trouver le bon interlocuteur, mais c'est important que le salarié puisse s'exprimer en tout cas sur cette crise qui vient de se passer et puis qui continue. Ensuite, ce qui est intéressant quand même de se poser comme question, c'est les mesures barrières, bien qu'on voit qu'elles commencent à se diminuer, mais tout de même, les mesures barrières vont-elles avoir finalement un impact sur mon organisation de travail ? Un exemple tout bête, oui, on arrive dans le couloir quand il n'y a pas de pandémie, on va directement à son bureau. Là, on doit peut-être passer chercher un masque, repartir se laver les mains, remettre son masque. Enfin, on voit qu'au niveau temporalité, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est important en tant qu'employeur que vous puissiez le gérer. En fait, peut-être qu'il y aura voire au niveau de la charge de travail ou voilà, donc des améliorations ou des réajustements à faire. Le retour d'expérience, je le passe rapidement parce que ma collègue Coraline a pu vous l'expliquer. Ce qui est important aussi, et notamment pour les structures où l'impact économique a été peut-être plus important, et puis même je pense que pour toute structure, c'est important de communiquer de manière transparente. Alors, vous n'êtes pas obligé de sortir votre tableau de compte pour que chaque collaborateur comprenne chaque ligne, mais effectivement pouvoir communiquer et dire tout simplement la vérité. S'il y a des difficultés, pouvoir peut-être dire aux collaborateurs, oui, là on est en difficulté, peut-être que j'aurais besoin que tu sois mobilisé un peu plus, et je vous promets que si finalement le salarié comprend le sens de sa mobilisation plus, eh bien, il y aura de la motivation aussi qui sera là. Donc, vraiment, on vous invite, et même au-delà de la crise, à communiquer de façon vraiment transparente. On fait attention à la surcharge de travail et aussi au discours anxiogène. Notre cher président, j'ai écouté dimanche, je ne sais plus quel dimanche, et j'avance, il est 58, je me dépêche, a pu expliquer qu'il va falloir travailler plus. On l'entend, mais attention au discours anxiogène, notamment pour les collaborateurs qui n'ont pas arrêté leur activité, que ce soit en présentiel ou en télétravail pendant cette période de confinement. Il y a eu l'épuisement qui a pu avoir lieu. Donc, si on arrive avec un discours, il va falloir mettre les bouchées doubles. Voilà, je pense que chaque collaborateur le sait, qu'il va falloir se donner d'autant plus. Donc, éviter en tout cas ces discours anxiogènes et on fait attention à la surcharge de travail.
Et en dernière diapo, et puis après je repasserai du coup la parole à Madame Roux, on essaie il faut restaurer le collectif de travail, hein, même s'il n'a pas été totalement éclaté. Travailler ensemble à distance et travailler ensemble en présentiel, ce n'est pas la même chose. Donc il va falloir restaurer le collectif de travail, repositionner l'encadrement de proximité qui a pu aussi peu sous-marine, et puis elles ont pu se voir exploser, ou au contraire ça a pu aussi apaiser les choses, mais on fait attention, surtout qu'on a pu aussi remarquer des sentiments d'injustice entre les collaborateurs qui étaient en télétravail et puis dans la même entreprise les collaborateurs qui étaient sur site. Donc on fait attention au risque de tension. On prévient les risques d'agression et de violence envers les salariés, ça c'est en lien avec aussi les risques de tension. Et puis attention si vous êtes notamment entreprise de service, aux clients, aux patients. On le voit, hein, il y a peut-être des gens qui sont un peu plus énervés, etc. Donc on fait aussi attention à ces collaborateurs en ce sens-là. Et enfin, on restaure le rôle, la place des instances représentatives du personnel. N'hésitez pas, quand vous avez des CSE, à ce qu'ils vous accompagnent par rapport aux documents uniques avec les collaborateurs. Le dialogue social sur la santé et la sécurité. Donc, c'est des 9 points clés pour agir. Après, peut-être que tout ne sera pas forcément possible chez vous, mais n'hésitez pas à vous nourrir de ces 9 points clés. Merci. Peut-être avant de conclure, il me semble qu'Olivier voulait intervenir sur la question de la relation de proximité entre les managers et les collaborateurs et de la prise de recul sur la relation. Ah, oui, prise de recul, c'est suite à une question. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut faire attention, le manager est aussi un salarié. Et il faut faire attention que si je prends un management très bienveillant, quand je dis bienveillant, avec une dimension empathique qui n'a pas forcément lieu d'être dans le cadre professionnel, l'empathie minime, c'est la relation professionnelle de base, pour moi, donc effectivement. Si on prend une empathie maximum, on peut se retrouver, et on peut le voir dans les consultations, avec des managers qui finalement vont emmagasiner, gérer le surplus de travail, les difficultés de leurs collaborateurs. Ça ne peut pas fonctionner dans la durée. Donc, de toute façon, ce que je rappelle là, c'est que le management doit profiter finalement des mêmes prises en charge, des mêmes possibilités qu'on offre aux salariés. Pardon. Sinon, on va avoir une descente de pression, on va avoir un manager qui va lâcher parce qu'il n'en peut plus, on va avoir un manager qui ne va plus être à l'écoute parce qu'il sera dans une première préservation de sa personne, ce qui peut être légitime dans un sentiment de mise en danger. Donc voilà, tout simplement pour dire que la réorganisation doit prendre en compte finalement tous les niveaux hiérarchiques dans l'entreprise. Merci beaucoup Olivier. Pour conclure ce webinaire, je vous rappelle que vos services de santé au travail sont disponibles et à votre écoute pour vous conseiller et vous accompagner alors sur la thématique des risques psychosociaux, sur les risques, sur les ressources que vous pouvez mobiliser, les ressources propres et spécifiques à votre entreprise. Votre service de santé peut vous accompagner dans l'évaluation des risques, dans la formalisation de ces risques, dans la formalisation du document unique et surtout sur la mise en œuvre de votre plan d'action, la définition des actions adaptées. Et votre service de santé est aussi présent auprès de vos salariés pour des problématiques plus individuelles. Différents outils sont mis à votre disposition, des guides, des fiches pratiques, des webinaires, des affiches. Vous pouvez ainsi retrouver l'ensemble des webinaires conduits par la Fédération et ses services de santé adhérents sur le site de la Fédération. Donc, on doit en être à une dizaine de webinaires maintenant. Donc, vous retrouvez l'ensemble des supports et des replays sur le site de la Fédération. En termes d'accompagnement, les services de santé, comme je le disais, sont à votre disposition sur l'évaluation des risques professionnels au travers du document unique, de la fiche d'entreprise, de la mise en place de plans d'action, de l'évaluation spécifique de certains risques. Ils sont aussi disponibles sur le suivi individuel et adapté de l'état de santé des salariés, donc dans la période avec la particularité des personnes vulnérables. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre service de santé au travail. Et bien évidemment, comme à l'occasion de ce webinaire, nous vous informons, sensibilisons et conseillons pour agir au mieux en prévention par rapport à votre propre situation.
Donc avant de clore ce webinaire, je vérifie qu'il n'y a pas de questions. Donc je vous rappelle que le programme complet de nos webinaires, les replays, le support de ce webinaire sera accessible dès l'issue de notre conférence, donc sur le site de la Fédération. Je tiens à remercier sincèrement nos 3 conférenciers pour la qualité de leur présentation, pour leur disponibilité aussi lors de la préparation de cette conférence. Je remercie aussi toute l'équipe qui a répondu à vos questions en ligne, donc qui n'ont pas été très nombreuses aujourd'hui, donc ça doit signifier que nos intervenants ont été très clairs et très concis. Enfin, un grand merci à vous tous en tant que participants pour votre présence aujourd'hui. Nous espérons que cette conférence vous a été utile. N'hésitez pas à répondre au questionnaire de satisfaction qui sera accessible en même temps que le support de présentation sur notre site internet. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à toutes et tous et nous clôturons le webinaire dans les 30 secondes. Merci beaucoup. Au revoir.